L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Depuis le 1er mai, Luxembourg est devenu la capitale d'un nouvel État, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, dont le gouvernement, la haute autorité, est présidé par un Français, M. Jean Monnet. Depuis ce matin, 1er mai, nous tous, Allemands, Belges, Français, Hollandais, Italiens et Luxembourgeois, devenons Européens. Il n'y aura plus de charbon allemand ni d'acier français, mais du charbon et de l'acier européen circulant entre nos pays librement, comme dans un même pays de 155 millions de consommateurs, aussi nombreux qu'aux États-Unis et en Union soviétique. C'est en effet un nouvel État de 155 millions d'habitants qui vient de naître. Et cette fusion économique acceptée par 6 pays met fin à une anomalie, le morcellement séparant les richesses minières et sidérurgiques que la nature a réunies dans les limites de ce triangle. C'est le premier acte concret qui ait jamais été fait en faveur d'une Europe unie. Dans une usine luxembourgeoise, en présence de représentants des gouvernements américains, britanniques, suédois et danois, M. Jean Monnet fait couler d'un haut fourneau la première fonte européenne. À Rome, le palais du Capitole, dessiné par Michel-Ange et qui domine la ville éternelle, a été le cadre majestueux de la rencontre des 6 venus mettre le point final aux négociations instituant le marché commun. Le préambule du traité de Rome rappelle que les institutions économiques sont le plus sûr moyen de réaliser l'union politique entre les peuples. L'objectif politique est réaffirmé, mais pour l'heure, les commentateurs préfèrent évoquer avec lyrisme les bienfaits économiques du marché commun. Pourquoi un marché commun européen? Les États-Unis représentent un marché de 180 millions de consommateurs, l'URSS de 200 millions. En abattant ces barrières internes, l'Europe devient un marché de 160 millions de consommateurs à l'échelle de l'économie mondiale. Une barrière se lève et c'est un débouché de 160 millions de clients qui s'ouvrent. C'est la voie ouverte à la productivité, au plein emploi, à la modernisation des entreprises que seuls rendent possible les grands marchés. Le retour au pouvoir du général de Gaulle, pourtant longtemps hostile à la construction européenne, ne remet pas en cause l'application du traité de Rome, prévu au 1er janvier 1959. C'est pas moi qui ai fait le traité de Rome, qui, comme vous le savez, a institué en principe ce marché commun. Il est probable que si j'avais été aux affaires, quand on a fait le traité de Rome, on l'aurait fait d'une manière assez différente. Mais enfin, je l'ai pris comme il était, et avec mon gouvernement, nous avons tâché d'en tirer le meilleur parti possible. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire, au point de vue industriel, que progressivement, et à mesure que notre industrie à nous se met à la hauteur des industries concurrentes, en particulier l'industrie allemande, eh bien, on pouvait ouvrir, on devait ouvrir les barrières douanières et communiquer largement entre soi. Le général est convaincu que la modernisation de l'appareil productif français, facteur de puissance, passe par l'abandon du protectionnisme. Sous la pression des nécessités du marché commun, l'économie française doit se fortifier pour supporter le choc de l'ouverture des frontières et l'abandon des barrières douanières. Sur le plan économique, la construction européenne sert le dessein gaulliste de grandeur. Le compromis de Luxembourg prévoit que l'unanimité s'impose lorsque les intérêts vitaux d'un pays sont en jeu. Ainsi, les mécanismes d'intégration politique prévus par le traité de Rome sont remis en cause. L'Europe politique fait du surplace. En revanche, l'intégration économique avance. Le marché commun est un succès. Les barrières douanières sont abolies 18 mois à l'avance, au 1er juillet 1968. 10 ans après la signature du traité de Rome, le bilan paraît largement positif. Tout n'est pas allé sans difficulté. Le marché commun agricole en particulier a donné lieu à de longues discussions. Le règlement était d'autant plus délicat que l'entreprise était sans précédent dans l'histoire. Mais les résultats sont plus qu'encourageants, comme le souligne le président d'une importante coopérative laitière de Normandie. Nos exportations dans les pays du marché commun représentent actuellement la moitié de l'ensemble de nos exportations. Et par rapport
à ce que nous exportions il y a 10 ans, eh bien, ces exportations ont multiplié par 20. Dans la difficile édification de l'Europe, la conférence de La Haye, sans préjuger de ses conséquences, immédiates ou lointaines, sur le plan de la négociation, apparaît comme une étape d'une exceptionnelle importance. Réunie sur l'initiative du président Georges Pompidou, elle a rassemblé dans la capitale hollandaise 6 chefs d'État et de gouvernement désireux de discuter de l'avenir de l'unité européenne. 12 ans après le traité de Rome, et à l'heure où le marché commun entre dans sa phase définitive, la décision de réunir cette conférence au sommet a au moins prouvé la volonté des 6 de relancer contre vents et marées une entreprise dont dépend peut-être l'équilibre du monde moderne. Le sommet de La Haye marque une étape déterminante. Son résultat le plus tangible est d'ouvrir la porte aux négociations avec la Grande-Bretagne. Il y avait le problème si important de l'élargissement, c'est-à-dire de l'attitude à prendre vis-à-vis des candidatures de la Grande-Bretagne, du Danemark, de l'Irlande et de la Norvège. Là aussi, nous sommes arrivés à un accord. En janvier 1972, après de laborieuses discussions, les Britanniques, tenus à l'écart de l'Europe pendant 10 ans par le veto gaulliste, adhèrent à la communauté en même temps que le Danemark et l'Irlande. Le 1er janvier 1973, l'Europe des 6 devient l'Europe des 9. Avec 256 millions d'habitants, elle dépasse les États-Unis et l'URSS. C'est la première puissance commerciale du monde. Et puis la guerre du Kippour change brutalement toutes les données. Le gonflement subit du prix du pétrole sonne le glas des années de croissance. Le sang cesse de couler et instantanément la paralysie frappe tout l'organisme. Le tour de vis arabe a eu sur le monde entier un effet dont ses auteurs eux-mêmes n'avaient pas mesuré l'ampleur. La dynamique Europe s'apercevait soudain avec affolement qu'elle était en matière d'énergie aussi pauvre que Job. L'Europe entre dans une crise que les nouveaux dirigeants ne perçoivent pas encore. L'Europe, emmenée par le couple franco-allemand, en mettant en commun ses compétences, avance également sur le terrain technologique. Les conversations ont abouti à un certain nombre d'accords sur les programmes nucléaires qui sont en bonne voie, sur les fusées Ariane qui seront construites en commun, sur la version raccourcie de l'Airbus dont le marché potentiel sera activement exploré. Voici Super Guppy, l'avion le plus gros du monde. Avec sa carrure d'insecte monstrueux, nous voilà bien loin de l'élégance des proportions d'Airbus. Et pourtant, sans ce poids lourd du ciel, l'avion européen ne serait rien. Car dans le ventre de Super Guppy, il y a tout simplement des morceaux d'Airbus. Ils sont transportés d'un point à l'autre de l'Europe avant d'être tous assemblés au même endroit. Et voilà la plus grande réussite d'Airbus, la coopération européenne. Principalement la coopération franco-allemande. Le corps de l'avion est fabriqué à Hambourg ou à Brême, l'avant de l'appareil à Saint-Nazaire ou à Toulouse, la voilure en Grande-Bretagne, les bords d'attaque aux Pays-Bas, la voilure de queue en Espagne. C'est l'Europe de l'air qui a créé Airbus et c'est Airbus qui fait chaque jour cette Europe-là. De même, la construction de la fusée Ariane est un beau succès de l'Europe des ingénieurs et des techniciens. Grâce à l'élection du Parlement européen au suffrage universel, l'Europe se rapproche des citoyens. Simone Veil est élue première présidente de cette assemblée. Je félicite Madame Veil de son élection et je l'invite
à prendre place au fauteuil présidentiel. Preuve de sa solidarité politique, François Mitterrand apporte son soutien au chancelier Kohl, contesté par les pacifistes. Je suis moi aussi contre les euromissiles. Seulement, je constate des choses tout à fait simples. Dans le débat actuel, le pacifisme et tout ce qu'il recouvre, il est à l'ouest, et les euromissiles, ils sont à l'est. François Mitterrand et Helmut Kohl ne sont pas trop de deux pour sortir l'Europe de la stagnation. Au Conseil de Fontainebleau, après de laborieuses négociations, des solutions sont enfin trouvées pour régler le contentieux financier avec l'Angleterre qui traîne depuis des années. En 1984, nous avions dans notre escarcelle un nombre incroyable de contentieux non réglés entre les pays de l'Europe depuis des années. En tout cas, depuis que moi j'étais arrivé à la présidence de la République, je n'avais pas assisté au moindre élément de solution. Après 2 jours de travail assidu, et malgré un bon climat, nous avions échoué. Et c'est alors que la réunion aurait déjà dû être arrêtée, terminée, conclue, sur un échec. Le chancelier Kohl et moi-même avons décidé de voir séparément Mme Thatcher, qui était la principale opposante. Je l'ai d'abord vue, refus sur toute la ligne, puis Helmut Kohl l'a vue, et finalement on a vu la résolution de Mme Thatcher fléchir, quand il s'est rendu compte que l'Allemagne et la France, et d'autres aussi, de toute manière entendaient continuer. Mais la Grande-Bretagne s'est trouvée devant cette situation, qui est le plus souvent la sienne, ou bien je reste sur le quai, ou bien je monte dans le train où les autres se trouvent. Et dans ce choix, jusqu'ici, la Grande-Bretagne a quand même fini, non sans peine, par monter dans le train. La voie est dégagée pour une relance. L'arrivée de Jacques Delors à la tête de la Commission va donner à la construction européenne un formidable coup d'accélérateur. Je ne serai pas un montreur de foire. Je ne ferai pas de promesses inconsidérées. Je ne tomberai pas dans l'europessimisme. Il s'agit de rendre irréversible, dans les esprits et dans les actes, la réalisation du grand marché sans frontières. En 1993, l'Europe deviendra un grand marché intérieur où les produits, les travailleurs, les services, les capitaux circuleront tout à fait librement. Il faut donc, d'ici là, harmoniser les législations, les fiscalités, les taux de TVA, que sais-je encore. Un travail colossal qui ne peut pas être accompli si l'on garde la pratique de prendre toutes les décisions à l'unanimité, ce qui paralyse toutes les rencontres européennes. Alors, dans un nombre très important de cas, les Européens vont décider désormais à la majorité. Pour réaliser le grand marché, il est impossible de continuer à fonctionner selon les règles de l'unanimité. Il faut réformer aussi le processus de décision et modifier le traité de Rome. C'est l'objectif de l'acte unique adopté en décembre 1985. Ainsi, sous l'impulsion de Jacques Delors, se met en place une dynamique. Chaque objectif en appelle un autre. C'est l'engrenage de la construction européenne. L'Europe s'approfondit, elle s'élargit également. Après la Grèce en 1981, l'Espagne et le Portugal adhèrent au 1er janvier 1986. L'Europe des 12 se mobilise sur son objectif d'achèvement du marché intérieur en 1992. Mais alors qu'elle réfléchit au passage à l'étape suivante, celle de l'union économique et monétaire, le vieux monde issu de la Deuxième Guerre mondiale s'écroule. À
5h moins le quart ce matin, premier coup de pioche sur le mur de Berlin. Des dizaines d'Allemands, Est et Ouest, sont montés sur le monument historique. La zone interdite est aux mains de la jeunesse allemande. Chacun leur tour, ils prennent la pioche, cassent un morceau du mur qu'ils gardent dans leur poche en souvenir. La chute du mur de Berlin change radicalement toutes les données. Cette formidable accélération de l'histoire surprend les Européens. L'intégration européenne s'était faite contre le bloc communiste menaçant. Les repères traditionnels s'effondrent avec le mur. Et puis la réunification de l'Allemagne, en créant un nouvel ensemble de 80 millions d'habitants, modifie l'équilibre interne de l'Europe et réveille les vieux démons. À cet instant-là, le rôle du chancelier Kohl est déterminant. Bestimmung wollen wir die Einheit und Freiheit Deutschlands vollenden. Wir wollen in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt dienen.